Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le grand honneur et le plaisir de vous présenter très brièvement le professeur Roland Tombe. Je vois, il y a des gens qui feuillettent déjà le que sais-je, dont je vous parlerai dans un instant. Roland Tombe est donc professeur de médecine, dermatologie, et il est aussi le doyen de l'université Saint-Joseph, donc de la faculté de médecine de l'université de Saint-Joseph à Beyrouth. Donc le Collège de France, depuis longtemps, a des relations d'échange avec Saint-Joseph à Beyrouth, mais jusqu'à maintenant, c'était toujours les professeurs du collège qui allaient à Beyrouth. Donc du coup, je m'étais dit, on peut aussi faire l'inverse, d'autant plus qu'on a une personnalité comme Roland Tombe, qui a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous lire toute sa biographie, elle est très très intéressante. Il a fait ses études en France, d'abord au Liban, ensuite en France. Il a été professeur de dermatologie à Strasbourg, chef de clinique, après il s'est installé au Liban, où il a refondé la faculté de médecine. Donc si vous avez le temps, l'occasion d'aller au Liban, allez visiter la faculté de médecine qui est vraiment high-tech, et ça c'est grâce à Roland qui a vraiment fait un travail magnifique. Donc il a évidemment dans son domaine publié beaucoup de choses, donc je ne vais pas vous ennuyer avec ça, je voulais quand même vous dire que c'est l'auteur du traité de médecine que tous les étudiants au Liban doivent lire, en 3 volumes, en combien d'éditions, je ne sais plus, 5, 6, 7, je ne sais pas. Il a aussi écrit un livre sur dermatologie et infections sexuellement transmissibles, qui peut intéresser aussi les uns les autres. Il a aussi collaboré à un livre sur les abus sexuels et trafic de mineurs dans les pays arabes, thème aussi assez touchy. Mais à partir de cela, en plus de cela, il s'intéresse aussi aux langues anciennes. Je crois que la faculté de médecine de Beyrouth, l'université Saint-Joseph, est la seule faculté au monde où les étudiants peuvent apprendre le phénicien. Donc Roland a introduit des cours de langue dans cette faculté pour un peu ouvrir la curiosité des étudiants. Il n'a pas seulement fait une thèse en médecine, il a aussi fait une thèse en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Auparavant, il s'est intéressé aux langues anciennes, donc il a étudié à l'Institut catholique ici à Paris, à la faculté de théologie de Strasbourg, et aussi à la Sorbonne. En plus, il est aussi acteur, il a joué dans des films. Oui, c'est. Allez voir sa page Wiki, vous apprenez beaucoup de choses. Donc, il a joué des rôles dans des films de la cinéaste franco-libanaise Daniel Arbid, dans les champs de bataille et Beyrouth Hotel. Donc, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous allez sur Netflix pour regarder ça. Mais je l'ai invité à cause de ce que sais-je, en fait, qui reprend. Disons, qui condense sa thèse en philosophie, qui était justement une histoire de la circoncision depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de là qu'il va nous parler aujourd'hui. Donc il va parler une bonne heure, et ensuite il est tout à fait d'accord de répondre à vos questions, et éventuellement aussi de vous signer les livres. Bon. Très bien, mais Roland, merci beaucoup d'être venu. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Je suis très ému et je te donne la parole. Merci. En tout cas, après toutes ces belles paroles, je suis ému en fait. Je suis ravi, honoré et ému d'être parmi vous au Collège de France. Et je crois que ce temple du savoir nous rend forcément très très modestes. Donc moi j'avais fait donc une thèse en éthique, en philosophie éthique sur les enjeux éthiques de la circoncision. Mais là, mon livre que vous venez de signaler est plutôt historique. Donc, je vais faire avec vous, pendant cette petite heure, un survol historique. Quand on fait un survol comme ça, il y a des chances qu'on simplifie un peu, les choses un peu simplifiées, caricaturées peut-être, j'espère pas. Mais je pense que chaque chapitre aurait mérité une conférence à lui tout seul. Donc, à moins que vous pensiez créer une chaire circoncision au Collège de France. Donc, permettez-moi certaines simplifications, mais s'il y a des questions tout à l'heure, je serai ravi de répondre à vos questions. Alors, la circoncision.
c'est une des procédures chirurgicales les plus anciennes. Pour beaucoup d'entre nous, elle paraît familière, anodine, mais si on prend le temps de s'arrêter un peu sur ce phénomène, il y a une étrangeté quand même qui saute aux yeux. Je veux dire, c'est un geste qui ne va pas de soi, même si dans certaines cultures, il est très très familier. C'est un geste qui est très ancien, il date de l'Antiquité, sinon de la préhistoire. C'est un geste qui reste mystérieux avec toute l'aura qui l'entoure, l'aura religieuse, aussi avec tous les bénéfices attendus, parce que souvent on justifie cet acte par les bénéfices. Donc c'est très intéressant de voir où sont les bénéfices. En tout cas, c'est un geste qui concerne beaucoup de monde, pratiquement un quart de la population masculine mondiale. Donc on peut imaginer qu'il y a 1 milliard d'individus, alors que je vous parle, qui sont circoncis. Il n'y a pas de foyer originel de la circoncision, on en dira un mot tout à l'heure. On sépare la circoncision en plusieurs catégories. Il y a la circoncision de routine, celle qui est faite dans les sphères d'influence américaines. Le nouveau-né, on le circoncie, on ne se pose pas de questions, on le circoncie. Il n'y a aucune justification d'ordre religieux ou philosophique. C'est un geste médical qu'on fait de façon systématique dans certaines sociétés. Il y a bien sûr la circoncision religieuse qui est extrêmement répandue, qui est strictement au 8e jour dans les communautés juives et qui se pratique à des âges différents dans les communautés musulmanes. Enfin, il y a une circoncision dont on ne parle pas beaucoup, qui est la circoncision rituelle qu'on retrouve en Afrique, en Australie, dans d'autres îles d'Océanie, et qui constitue vraiment un rite de passage entre du statut d'enfant au statut d'adulte. Il y a d'autres circoncisions dont je ne vais pas parler, qui sont la circoncision médicale, la postectomie en jargon médical, qui se fait pour des raisons strictement médicales. On l'a fait de moins en moins parce qu'il y a des médicaments qui peuvent résoudre certains problèmes. Il y a aussi la circoncision d'ordre cosmétique. Moi, en tant que dermatologue, j'ai parfois des patients qui viennent me dire je veux me faire circoncire. Je dis pourquoi? Ils me disent parce que dans les films porno, les gens sont circoncis. Je pense que c'est peut-être mieux. Donc voilà, c'est d'ordre cosmétique et pas du tout philosophique. Souvent, on oppose la circoncision masculine à l'excision féminine. Il faut dire qu'en anglais, c'est le même mot, male circumcision et female circumcision. En français, on a séparé les genres. Il y a l'excision chez les filles, la circoncision chez les garçons, et chez les non-binaires, on n'a pas trouvé encore de nom. Mais est-ce que cette mutilation génitale féminine, parce que ça c'est l'OMS qui le dit, est-ce que c'est autre chose que la circoncision? Est-ce que c'est de même nature? Est-ce que c'est l'intensité qui diffère ou c'est la nature qui diffère? Il est vrai qu'il y a toutes sortes d'excisions chez les femmes. Certaines sont extrêmement délabrantes, extrêmement cruelles. Les formes très superficielles qui ne touchent que le capuchon clitoridien peuvent être considérées comme analogues à la circoncision chez les garçons. Mais il y a une chose qui est très importante, il y a des risques et des complications. Je ne vais plus parler, j'ai cité l'excision féminine pour ne plus en parler, mais il faut savoir que l'excision féminine, n'existe que dans les pays où la circoncision masculine existe. En d'autres termes, il y a beaucoup d'endroits dans le globe où il y a une circoncision chez les garçons, mais il n'y a rien chez les filles. Mais dans les endroits où l'excision féminine existe, il y a forcément un pendant masculin. Donc elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais isolée. Donc j'en reviens aux origines. Je disais qu'il n'y a peut-être pas de foyer originel, mais il y a quelque chose que son origine se perd dans la nuit des temps. Personne ne sait où ni comment quelqu'un a décidé un jour de circoncire son propre sexe ou celui de son enfant. C'est très universel comme geste, mais il y a une diversité formidable au point de vue à quel âge, avec qui, etc. C'est très ancien. Est-ce qu'elle a essaimé à partir de l'Afrique dans le sens de la population mondiale? On ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est une des procédures chirurgicales les plus anciennes, mais ce n'est pas seulement une ancienne procédure chirurgicale, c'est aussi la plus vieille énigme de la chirurgie. On ne comprend pas comment un jour l'homme a décidé de le faire. En tout cas, celui qui l'a fait a institué un rituel qui va défier le temps. Et c'est vrai que l'homme est le seul mammifère à devoir subir une correction anatomique.
Donc souvent, on parlait d'un foyer originel en Égypte, probablement suite aux écrits d'Hérodote. Ce bas-relief-là que vous voyez, on le voit reproduit partout. Il existe dans une tombe à Saqqara, et c'est une scène qui, on n'est pas absolument sûr à 100%, mais il y a de très fortes chances que ce soit une circoncision. En tout cas, il est difficile de parler de la circoncision dans une civilisation égyptienne qui a duré pendant des millénaires. Quelle que soit la coutume, elle a pu changer à travers les siècles, c'est certain, mais c'est très difficile de savoir quelle était l'étendue, les caractéristiques et les significations de ce geste. Le plus souvent, il ne s'agissait pas d'une circoncision telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais d'une simple incision dorsale. Et c'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de statues. Donc la représentation la plus ancienne, je vous l'ai dit, c'est cette tombe de Saqqara. Mais on voit dans beaucoup de statues de l'Ancien Empire, beaucoup de statues qui sont circoncises, beaucoup d'hommes circoncis. Il y a quelques documents, je ne vais pas m'étaler, mais il n'y a aucun texte égyptien qui donne à cette pratique une signification. Ou est-ce que c'est une obligation? On s'est beaucoup posé la question, à la suite de Flavius Joseph, d'Origène un peu plus tard, et même de Clément d'Alexandrie qui citait des sources anciennes, probablement c'était réservé à la caste des prêtres. Voilà, maintenant qu'on dispose de moyens scientifiques pour étudier les momies, on a essayé de savoir si elles étaient circoncises ou pas. Pour Toutankhamon, on n'a pas pu le savoir. C'est difficile d'établir un diagnostic sur des restes humains. En tout cas, selon les périodes, ça a changé. Dans les périodes plus récentes de la civilisation égyptienne, il n'y avait plus aucune preuve de circoncision. Donc l'Égypte, oui, mais à côté de l'Égypte aussi, on sait que ce rite existait déjà dès le 3e millénaire, avant notre ère. Il y a 3e ou 4e millénaire, puisqu'il y a des statues qu'on a retrouvées dans le nord de la Syrie qui sont circoncises. Quelle était l'étendue de la circoncision dans l'Orient ancien, on ne le sait pas, mais comme dit le bibliste Roland de Vaux, la circoncision ne distinguait pas les Israélites de leurs voisins, mais elle prit chez eux une signification, un sens religieux très particulier. En fait, on oppose de façon très artificielle les Israélites aux autres Cananéens. Je pense que c'est une opposition qui a d'autres raisons, mais toujours est-il que Hérodote, pour en revenir à lui, qui a parlé de la circoncision chez les Égyptiens, il dit quelque part que l'influence salutaire de la culture grecque a poussé les Phéniciens à abandonner la circoncision. En fait, si on regarde bien les textes bibliques, seuls les Philistins sont qualifiés d'incirconcis, alors que les autres populations cananéennes sont appelées par leur nom. Et parmi les derniers témoignages au IIe siècle, on sait que sous l'Empire romain, il y avait surtout les Juifs, les Nabatéens et les prêtres égyptiens qui étaient circoncis. Donc voilà, en Israël, en Juda, quelle était la situation? Bien, on la connaît mieux après le retour d'exil. Avant, on ne la connaît pas très bien. Mais il y a un épisode dans la Bible qui est un peu curieux, qui nous fait réfléchir, c'est l'attaque nocturne de Moïse par Dieu. En fait, je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. Alors qu'en route, Moïse avait fait hâte pour la nuit, Dieu le rencontra et voulut le faire mourir. On ne sait pas pourquoi. Sipora, sa femme, prit alors un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha le sexe de Moïse en disant « Vrai, tu es pour moi un époux de sang ». Et il y avait le laissera. Elle avait dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc c'est un épisode très très obscur. Certainement le professeur Remer en dirait 100 fois plus que moi. Mais cette expression époux de sang, Hatan Damim, est peut-être en relation avec l'origine prénuptiale de cette circoncision. D'ailleurs, si on voit la racine Hatan en hébreu qui touche le mariage, le jeune époux, etc., on a la même en arabe, khatan, qui veut dire circoncire. Donc ce rite qui était prénuptial est devenu néonatal. Il se fonde bien sûr sur la promesse de Dieu à Abraham et devient une opération néonatale du 8e jour. Elle est associée dorénavant à la naissance et non plus au mariage.
elle va acquérir une autre valeur, et c'est une valeur transcendantale, puisque c'est le signe de l'alliance brite, et elle marque l'agrégation, l'entrée dans une communauté, dans la communauté israélite, et probablement ce geste a pris beaucoup plus d'importance pendant et après l'exil. Sous l'influence de l'hellénisme, elle va être abandonnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les peuples avoisinants, mais elle était très importante chez les Israélites, et il semble qu'à l'époque du Nouveau Testament, l'obligation de la circoncision était plus importante que celle du sabbat. Est-ce qu'il y a un lien entre la circoncision et le sacrifice? Bon, il y a beaucoup de textes là-dessus. On peut voir aussi la relecture par Freud et par d'autres psychanalystes. Mais c'est vrai que quand l'Éternel dit « Tu me donneras le premier-né de ton fils, tu feras de même pour ton petit et ton gros bétail », est-ce que le verbe « donner » ne doit-il pas être interprété au sens premier du terme, au sens propre? Et la référence au 8e jour fait clairement allusion à la circoncision. Donc, est-ce un rituel de substitution symbolisant et rappelant le sacrifice d'enfants? En tout cas, c'est un progrès éthique important. Il y a aussi la circoncision comme métaphore. Dans le Deutéronome et dans Jérémie, on parle beaucoup de la circoncision du cœur. Jérémie en parle, il fait la distinction entre la circoncision physique, la circoncision du prépuce, et celle du cœur. D'ailleurs, le Seigneur dit « Circoncisez votre cœur et ne raidissez pas votre nuque, et Yahvé ton Dieu circoncira ton cœur ». Donc aussi, il y a une réelle métaphore de la circoncision. À l'opposé des populations avoisinantes, on a dit tout à l'heure l'influence de l'hellénisme, les Grecs et les Romains avaient la circoncision en horreur. D'abord, elle heurtait les standards grecs d'esthétique. Ça c'est certain. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, très intéressantes. Et même, il y avait un prépuce long dans la statuaire grecque qui fait qu'il devait être un peu plus long que d'habitude. C'était un signe de raffinement. Le prépuce devait recouvrir le gland et les Grecs et les Romains considéraient cela comme une mutilation barbare. N'empêche que les populations juives hellénisées ont eu pas mal de problèmes puisque l'entrée au gymnase, l'entrée au bain était interdite aux personnes circoncises. Donc il y a eu des tas de manœuvres pour cacher le gland, l'utilisation d'une peau de chèvre, et même des manœuvres chirurgicales. Des manœuvres chirurgicales, à l'époque, la circoncision n'était pas aussi radicale, et Cels, le grand chirurgien et médecin romain, a décrit dans un livre les opérations de décirconcision, c'est-à-dire qu'ils mettaient des poids sur le prépuce restant et ils essayaient de faire repousser le prépuce pour cacher le gland. Ce qui va amener les autorités rabbiniques à durcir la pratique, on le verra tout à l'heure. Donc, dans l'Empire romain, il y avait, ça heurtait leurs critères esthétiques, mais pas que esthétiques, puisqu'on a beaucoup d'édits romains qui font l'analogie entre la circoncision et la castration, on ne sait pas pourquoi, et à certaines époques, la circoncision était passible de la peine de mort. D'ailleurs, l'Empire romain va osciller entre une tolérance relative pour les populations juives seulement et parfois une espèce de durcissement de la loi. On n'a qu'à lire le livre des Maccabées et voir sous Antiochus Épiphane et d'autres ce qui s'est passé. Le circonciseur risquait la peine capitale. Donc pour dire combien c'était considéré comme quelque chose qui heurtait pas seulement leur esthétique, mais aussi leur éthique. Donc on a dit que dans le judaïsme, c'est devenu un rite vraiment transcendantal qui se fait au 8e jour de façon tout à fait stricte. Mais il est passé par plusieurs étapes. La première, c'est Mila, c'est la coupure, excision de l'extrémité supérieure du gland. Mais par la suite, il y a eu la pri'a, qui est un retournement de la membrane et une excision beaucoup plus généreuse jusqu'à la limite du sillon banalo-prépucial. Enfin, il y a la Metsissa BP, qui est la succion en bouche, qui est relativement abandonnée maintenant pour tous les problèmes infectieux qu'il y a. Donc voilà dans le judaïsme. Je reviendrai sur Maïmonide tout à l'heure, parce qu'il a des pages très intéressantes sur la circoncision, on le verra. Mais le christianisme a commencé par une circoncision aussi, puisque Jésus-Christ, comme tout bon juif, a été circoncis le 8e jour. Mais cela a créé des débats au sein de l'Église primitive.
Paul va mettre en avant et réinterpréter le concept biblique. Il a recyclé le concept du Deutéronome et surtout de Jérémie de circoncision du cœur. Et sa position va être de plus en plus ferme puisqu'elle va aboutir à la convocation du premier concile, je mets concile entre guillemets, à Jérusalem, concile où le propre frère de Jésus, Jacques, était présent, ainsi que Pierre, pour discuter, fallait-il ou non obliger les goïm à se faire circoncire? Est-ce qu'il faut circoncire les gentils? Paul va se montrer inflexible. Et d'ailleurs, il dit quelque chose dans la première lettre aux Corinthiens qui est très intéressant. Il dit « Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel, qu'il ne se fasse pas de prépuce? L'appel l'a-t-il trouvé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire ?» On comprend aisément la deuxième partie, qu'il ne se fasse pas circoncire, mais la première fait allusion à cette opération dont je vous parlais, épispasme, des gens qui voulaient se faire décirconcire. Donc, connaissant les cœurs circoncis de la Torah et de Jérémie, il va interpréter à nouveau, recycler, comme je l'ai dit, la circoncision du cœur. À partir de là, seul le baptême devient le signe d'intégration à la communauté chrétienne. Et avec Paul, donc, la circoncision du cœur avait gagné. Dans l'islam, l'islam n'est pas très novateur en ce sens que dans l'Arabie pré-islamique, il y avait déjà des populations qui étaient circoncises. Dans Umr al-Qais, qui était mort en 1640, donc bien avant l'islam, un siècle avant, parlait de l'empereur byzantin en disant « arlaf », c'est-à-dire non circoncis. La circoncision n'est nulle part mentionnée dans le Coran. Il n'y a pas de trace de circoncision dans le Coran, aucune trace. On s'est demandé si le prophète Mohammed était circoncis. D'après certains siras, il aurait été circoncis par les anges, parce qu'il n'y a pas de trace de sa circoncision. Et bien sûr, la circoncision ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Donc je disais, aucune trace dans le Coran, mais une place importante dans les hadiths. Dans le fiqh, il y a une place très réduite. C'est-à-dire que les exégètes, les commentateurs musulmans ne se sont pas beaucoup intéressés à la circoncision, qui n'a, dans l'islam, pas trouvé un aspect canonique, un statut privilégié comme chez les Juifs. Bien sûr, elle est exigée pour le pèlerinage à la Mecque, mais encore une fois, elle n'a pas une place prépondérante dans l'islam. Comment ça se passe actuellement? Au Maghreb, c'est toujours courant entre 3 et 5 ans. Parfois, c'est une véritable fête, un mime du mariage. En Turquie, je montrerai des photos, c'est vers l'âge de 7 ans, mais on a tendance à le faire un peu plus tôt maintenant. À Java, entre 10 et 15 ans, mais je vous montrerai le cas du Liban tout à l'heure. Mais au Maghreb, la circoncision est une pratique obligatoire qui ne souffre aucune exception. La cérémonie, la fête, est exactement comme une fête de mariage. Et comme disait un penseur tunisien, ni les libertins, ni les communistes, ni les athées ne vont déroger à la règle. En arabe, on utilise 2 racines pour parler de circoncision. En arabe dialectal, surtout, on parle de tahara, ou purification. La racine tahéré se rapporte à la pureté, qu'elle soit physique ou morale. L'acte de circoncire, at-tathir, peut signifier tout simplement désinfection, purification. Mais en arabe classique, on a un autre terme qui désigne la circoncision, qu'elle soit masculine ou féminine, c'est le même mot, khitan, et on voit la même racine, khatana, la même racine que hatan. Et d'ailleurs, en arabe, c'est la même racine qui parle de mariage, qui parle d'époux et de circoncision. C'est la même racine pour parler de tout ça. Donc, le côté prénuptial, à mon avis, a joué un rôle important avant que les religions n'aient codifié les choses. Donc, dans l'islam, la circoncision, je reprends Bourdiba, ce qu'il disait, est plus une pratique des musulmans qu'une pratique de l'islam. Sur la photo, vous voyez de jeunes Turcs qui sont habillés en princes, et ça existe toujours. La veille de leur circoncision, ils s'habillent en princes et déambulent en ville pour qu'on leur donne des bonbons. Donc l'islam allait étendre la circoncision en Afrique, où elle existait déjà, en Asie, dans une moindre mesure dans l'Europe. Et bien sûr, les gens se contemplaient. Pour les Européens, c'était toujours une histoire de Juifs ou une histoire de Turcs.
Ils trouvaient ça comme un geste barbare. Pourtant, il y a un grand paradoxe. Un grand paradoxe, puisque chez les chrétiens, il n'y a plus de circoncision, mais le prépuce du Christ va être révéré. Ça sera une relique vénérée. Il n'y a pas moins de 12 basiliques qui avaient un prépuce du Christ. Et c'était vraiment soumis à la vénération des fidèles. C'est tombé en désuétude. Mais une autre chose qui n'est pas tombée en désuétude, c'est le 1er janvier. C'est la fête de la circoncision du Christ. C'est exactement le 8e jour. Ça, c'est le premier paradoxe. Mais il y a un autre paradoxe encore. Autant la circoncision de Jésus a été peinte, dessinée, vous voyez, sur Quattrocento, la Renaissance, on a des tas de magnifiques tableaux sur la circoncision de Jésus, mais autant quand on le montre, Jésus bébé avec sa mère, la Madone, eh bien, il n'est jamais circoncis. Jamais. Donc, il est toujours intact, pour utiliser le terme. Donc, le petit Jésus, bébé, n'est jamais montré circoncis. Et d'ailleurs, on voit bien l'archétype aussi du roi juif David, le David de Michel-Ange. Il n'est évidemment pas circoncis parce que c'était contraire au canon esthétique de l'époque. Rapidement, je vais faire une transition du Moyen-Âge aux Lumières. Maïmonide est quelqu'un de très, très intéressant puisqu'il était à la fois juif et arabe, qu'il a écrit beaucoup d'œuvres, dont le Guide des Égarés, Dalalat al-Ha'irin, il a écrit en arabe, mais en caractère hébraïque, ce qui ne facilite pas la lecture. Mais bon, il a écrit en arabe au XIIe siècle. C'était le propre médecin de Saladin. Il s'est déplacé de Cordoue au Caire, où il a fini ses vieux jours au Caire, et il a consacré plusieurs pages à la circoncision. Et il a pris le contre-pied des rabbins. Les rabbins disaient que la circoncision est une complétude physique, une plénitude physique. Lui disait non, la circoncision n'a rien à voir avec le physique, c'est une plénitude morale. Il disait même, le but de la circoncision, c'est d'affaiblir l'organe sexuel afin d'en restreindre l'action et de le laisser au repos le plus possible. Donc, selon cet argument, la circoncision va favoriser, diminuer la luxure et le désir sexuel et favoriser la spiritualité. Et d'ailleurs, il dit à un moment aussi, il reconnaît que non seulement l'opération est douloureuse, mais il dit c'est le véritable but de cette opération. Donc ça, c'est Maïmonide qui proclame cela. Un de ses disciples français, d'ailleurs, Isaac Ben Yedia, va aller encore plus loin. Il trouve que non seulement la circoncision est faite pour brider la sexualité de l'homme, mais il va même plus loin en disant c'est bon pour brider la sexualité de la femme aussi, puisque l'homme circoncis devient moins désirable. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ces conclusions, mais toujours est-il que c'est écrit de façon très très complète et très explicite. Je ne résiste pas à l'envie aussi de signaler aussi un peu plus tard, Martin Luther va aussi parler de circoncision. Après avoir été très bienveillant envers les Juifs, vers la fin de sa vie, il change d'avis et il dit des choses qui difficiles à lire, qui vont créer un véritable malaise à notre époque. Il dit « Les Juifs détestent toute l'humanité uniquement parce qu'ils ne sont pas circoncis, parce que les autres ne sont pas circoncis. Ils dédaignent, méprisent et maudissent nos prépuces. » Enfin, comme une affreuse déformation qui nous empêche de dire le peuple de Dieu, etc. Donc vous voyez, il y a une espèce de... le juif et le non-juif, le musulman et le non-musulman se regardent et s'ignorent. Mais les questions vont commencer à se poser, même dans la communauté juive, après l'émancipation des Juifs en France dans le siège de la Révolution, et des Juifs progressistes qui disent, bon, après tout, dans la Bible, il y a des choses qu'on ne fait plus. On ne sacrifie plus au temple, il n'y a plus de sacrifices animaux. Pourquoi doit-on garder la circoncision ? Et à Francfort, il y a eu la Société des Amis de la Réforme qui a publié un manifeste. Bon, dans les cercles très, très réformistes, très progressistes, ça avait un certain écho,
mais la majorité des médecins juifs, et a fortiori des rabbins, n'ont pas tenu compte. Il y a un livre très intéressant par Eugène Lévite, qui est lui-même médecin, qui a fait beaucoup de circoncisions, mais qui a perdu un enfant lors d'une circoncision, un de ses fils, son fils premier-né, je crois, qui est mort lors d'une circoncision, et puis il s'est lancé dans une campagne contre la circoncision, disant là encore que la justification biblique n'a pas de sens puisque tant d'autres prescriptions ont été abandonnées. Donc voilà où on en est à l'époque des Lumières. Dans la communauté juive, on se pose des questions, mais ça doit être, ça, je pense, c'est resté très marginal. Mais à l'époque où les Juifs eux-mêmes se posent des questions, la circoncision en Occident va ressurgir de façon inattendue, de façon très inattendue. Pour cela, j'ai épluché les différentes éditions de l'Encyclopædia Britannica. Dans la 3e édition, la circoncision est définie comme l'acte de couper le prépuce, une cérémonie dans les religions juives et mahométanes, donc un rituel religieux. Dans la 9e édition, c'est à peu près la même chose. Dans la 11e édition, l'article est inversé. Alors, il dit « Cette opération chirurgicale qui est communément prescrite pour des raisons purement médicales, est aussi une cérémonie religieuse chez les Juifs et les Mahométans. » Donc vous voyez, la perspective a complètement été changée. La circoncision devient soudainement une opération médicale. Et l'article, d'ailleurs, il dit que c'est pour des raisons de santé, etc., que la circoncision est faite. Même dans la dernière édition, qui est de 1929, il ne parle plus du tout du côté religieux, il en parle simplement comme d'une mesure préventive chez le bébé. Donc vous voyez cette évolution extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la circoncision ressurgisse? Elle a ressurgi, et là je vais être un peu plus loquace là-dessus. La raison principale, tenez-vous bien, c'est la lutte contre la masturbation. Je ne sais pas qui a eu l'idée que la circoncision allait empêcher la masturbation, mais toujours est-il, cette idée était devenue une idée tellement importante qu'une chasse aux sorcières a été lancée contre les masturbateurs et vraiment le parangon de ça, c'est le célèbre docteur Tissot. Docteur Tissot est un médecin genevois qui a d'abord écrit son livre en latin à Lausanne puis à Paris. Tenez-vous bien, ce livre a été, il a connu 31 éditions en français, 17 éditions en langue étrangère. Le titre du livre, c'est « L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation ». Ce Tissot a été adulé, vénéré par tout le monde, par le roi d'Angleterre, par le roi de Pologne, même par le pape, bien qu'il fût protestant. Et je ne résiste pas aussi à l'envie de vous dire qu'il y a une longue lettre de Voltaire qui lui dit « Votre ouvrage est un service rendu au genre humain, votre malade Voltaire ». Et un autre, Rousseau, qui lui dit « Vous m'avez guéri d'une fâcheuse habitude, je suis à vos pieds ». Donc, vraiment, là, Tissot va faire école, c'est évident. Son ouvrage devient un best-seller avant la lettre de l'époque. Cet ouvrage, et seulement, il a eu, pour une fois, un ouvrage dit médical avait aussi un retentissement dans le grand public. Je vais vous dire quelques petites choses. Qu'est-ce que va faire la masturbation? Affaiblissement des facultés intellectuelles. Perte de mémoire, affaiblissement de la vue, de l'ouïe, arrêt de la croissance, toux, fièvre, consomption, douleurs variables, boutons, pustules, démangeaisons continuelles, excroissance, dysurie, tumeur des testicules, tumeur de la verge, tumeur de la vessie. On rigole, on va les revoir. Et troubles intestinaux, dysurie, perte de l'érection et priapisme. Je ne sais pas, c'est les deux. Bon, ce livre va avoir un retentissement extraordinaire, vague répressive en Europe et bientôt aux États-Unis aussi. Il y a eu des tas de techniques, il y a des catalogues au XIXe siècle d'appareillages spéciaux pour empêcher les garçons et les filles de se masturber, des instructions de l'éducation nationale, on appelait ça l'instruction publique, qui dans tous les dortoirs, la lumière devait être allumée toute la nuit.
Et dans certains dortoirs, on a mis des cloisons qui séparaient la partie supérieure du corps de la partie inférieure. Donc, deux théories médicales vont avoir le vent en poupe, celle de la folie masturbatoire. Donc, cette masturbation qui fait une folie, c'est une maladie mentale, mais aussi des maladies physiques. Et une autre théorie médicale qui va avoir beaucoup de succès, qui s'appelle le réflexe neurosis, qui dit ceci: le malfonctionnement de n'importe quelle partie du corps pouvait agir réflexivement pour endommager une autre partie du corps. Donc pensez, toute action sur le prépuce va faire une réaction dans une autre partie du corps. On rigole en lisant tout cela, mais c'était la médecine de l'époque. Donc avec cette irritation réflexe, la masturbation devient scientifiquement la cause d'une multitude d'autres pathologies, et la masturbation va passer du registre religieux du péché au registre médical. C'est devenu une maladie. Et très vite, la circoncision va être proposée comme remède contre la masturbation, et le traitement alors proposé va passer lui aussi du registre religieux au registre chirurgical et thérapeutique. Donc l'ablation du prépuce était devenue salvatrice. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un médecin, Peter Charles Rimondino, va faire un autre ouvrage, cette fois qui une histoire de la circoncision, un ouvrage beaucoup plus polémique qu'historique, mais il dit tout simplement: cette intervention ne devrait pas simplement décourager la masturbation, mais aussi immuniser l'enfant contre la tuberculose, le cancer, la syphilis, la poliomyélite, etc., etc. Voilà, on arrive à l'année 1870. Je cite quelques noms dans ce survol historique, mais parce qu'ils ont marqué leur époque. Un grand chirurgien new-yorkais qui s'appelle Lewis Serre, qui était à l'American Medical Association, l'AMA, à la réunion annuelle, va faire part d'un véritable miracle. Un enfant qui était paralysé, un enfant de 5 ans paralysé des 2 jambes, va guérir de façon miraculeuse. Comment? Avec la circoncision. Serre déclare que l'enfant s'était immédiatement amélioré, et 2 semaines plus tard, il marchait seul et fut rapidement guéri. Tout le monde a crié au miracle, et Serre va multiplier les exemples de ce genre. La circoncision va guérir beaucoup de maladies, donc cette paralysie d'enfant. Il va engranger toutes ces découvertes, et toutes sortes de conditions causées par l'irritation des organes génitaux étaient soignables par la circoncision, y compris la clitoridectomie chez les petites filles. Serre va être très important. Il va être décoré aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout. Il était le président de l'Association médicale américaine. Il a fondé les fameux JAMA que nous connaissons, le journal de la... un enthousiasme extraordinaire. Mais bon, les années passent, l'enthousiasme retombe, la théorie du réflexe neurosis commence à battre de l'aile, mais la circoncision, elle ne bouge pas. Elle est toujours là pour des raisons de propreté. Intervenir sur des organes sains ne les a jamais troublés. D'ailleurs, j'ai un autre exemple qui vient de mon enfance. Moi, quand j'étais enfant, on faisait une amygdalectomie systématique chez tous les enfants, à titre préventif. On ne se posait pas des questions pourquoi aller intervenir sur un organe sain. Donc, toute interrogation éthique était absente, mais des discordances apparaissent, certains médecins s'insurgent, mais ils restent très, très marginaux. Aux États-Unis, d'abord, en Europe après, l'accouchement va se médicaliser. Et cela va de pair avec le boom hospitalier. Il y avait très peu d'hôpitaux. À l'époque de Serre, il y en avait 200. 20 ans après, il y en avait 4000 aux États-Unis. Et l'accouchement va se faire de plus en plus à l'hôpital. En 1900, moins de 5%. En 1960, presque 100% des accouchements se font à l'hôpital. Et pareil, le taux de circoncision va augmenter avec le taux d'hospitalisation pour l'accouchement, 33% des nouveau-nés en 1910, 60% en 1940. Donc c'est devenu une procédure hospitalière banale qui se fait immédiatement après l'accouchement, souvent par l'obstétricien. Ce boom hospitalier, ce boom chirurgical va aller de pair aussi avec un boom pédiatrique. Et là, certaines théories pédiatriques vont avoir le vent en poupe.
D'abord, pour prévenir les maladies, notamment gastro-intestinales, le lait de mère est interdit. Il faut prendre les formula milk, c'est-à-dire les laits maternisés. On a empêché les mères d'allaiter pour utiliser du lait maternisé et enlever les prépuces de tous les garçons nouveau-nés. C'était une prévention. Donc, et j'ai lu ça quelque part, la circoncision n'est pas plus une opération qu'un vaccin. Cette même phrase va être prononcée par des gens de l'OMS dans les années 2000 en parlant de la circoncision dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ils disaient que c'est une sorte de vaccin, avant de se rétracter après, parce que bon, ce n'est pas le vaccin qu'on pense, mais comme quoi le mot est souvent utilisé. Et puisque toutes ces naissances se faisaient en milieu hospitalier, il n'y avait pas de sage-femme, donc, parce que si ça se fait à la maison, il y a une sage-femme. Donc, naître à l'hôpital, c'est être circoncis, et c'était, à une certaine époque, une distinction de classe. Celui qui était circoncis, c'était celui qui avait les moyens de naître à l'hôpital. Ben voilà, mais les choses évoluent, heureusement d'ailleurs. Et on s'est rendu compte après que couper une partie du prépuce n'empêchait vraiment pas la masturbation. Et même le réflexe neurosis, beaucoup adhéraient encore, mais peu. À peu près devant 1920, il y avait plus grand monde pour épouser les thèses extravagantes que je vous ai citées tout à l'heure. Mais la circoncision continuait. La grande phobie de l'époque, c'était quoi? C'était le cancer. Et on s'est demandé si, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est très intéressant, soit il y a des comparaisons qui sont très mal faites entre des populations juives et non juives, mais le cancer de la prostate, on y tenait des articles de Cancer, de Lancet, du JAMA. Le cancer de la prostate est prévenu par la circoncision. Le cancer du pénis, pardon. Après, c'est le cancer de la prostate qui va suivre le même chemin. Après, ça sera le cancer du col de l'utérus chez la femme. Donc, la grande phobie de l'époque, c'était le cancer. Eh bien, pourquoi pas, si on a quelque chose qui puisse prévenir le cancer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était les maladies sexuellement transmissibles, les IST, comme on dit maintenant. Et pourquoi pas, aussi avec des populations qui étaient avec des biais de recrutement et de comparaison, on s'est dit que ça pouvait prévenir la syphilis, la gonorrhée, etc., etc. On ne se rendait pas compte, par exemple, qu'aux États-Unis, on était beaucoup plus circoncis. Le taux de gonorrhée était de 150 sur 100 000 habitants, alors qu'en Suède, il était de 3 où personne n'était circoncis. Mais on a aussi trouvé d'autres maladies, comme l'infection des voies urinaires. Il y a eu un apôtre de la circoncision pour les voies urinaires chez les enfants, mais progressivement, ça a été abandonné. Donc vous voyez, en médecine, il y a des engouements, il y a des vagues. La pandémie du Covid doit nous rendre absolument modestes parce qu'on a tous proféré beaucoup de bêtises. Donc parfois, on ne sait pas. On est armé par son idéologie plus que par le goût de la science. On s'est posé la question en 1985, et si le sida pouvait être prévenu par la circoncision, si elle pouvait protéger du sida. Parce qu'il y a des nouvelles venant d'Afrique qui corroboraient cette opinion. Il y a un corpus de preuves substantielles, tout venait d'Afrique, il n'y avait rien ailleurs. Un article du Scientific American où il superposait des cartes, enfin il comparait des cartes, et voyait que dans les régions où les hommes étaient très peu circoncis, le taux de sida était plus important que dans les régions où ils étaient circoncis. Il s'est dit, tiens, on tient peut-être là un véritable filon. Mais si on avait fait la même chose avec la carte des États-Unis et celle du Canada, où le Canada circoncis beaucoup moins, on n'aurait pas trouvé les mêmes résultats. Donc, cette idée a fait son chemin, et il y a eu de véritables essais contrôlés, randomisés, qui ont eu lieu en Afrique subsaharienne dans les années 2000. Il y a eu plusieurs études, et elle va montrer que ça pouvait diminuer la propagation du sida chez le partenaire hétérosexuel.
Bon, il y a eu beaucoup d'études, mais il y a eu aussi beaucoup de controverses, parce que de nombreuses critiques méthodologiques, éthiques. La même étude, un autre essai randomisé en Ouganda a dû être arrêté parce qu'il y avait plus de cas chez les femmes. Toujours est-il que les agences onusiennes se sont dit, tiens, on trouve un filon. Et c'est là que certains ont parlé imprudemment de vaccins avant de se raviser et dire que la véritable prévention, c'est le port du préservatif. D'ailleurs, une méta-analyse en 2008 va montrer que chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ce n'était pas du tout vrai et que la circoncision n'apportait absolument aucun bénéfice. Donc il ne s'agit pas d'un vaccin. Et en France, le Conseil national du sida va estimer que ces essais randomisés qui ont été faits par l'OMS, entre autres, étaient contredits par les études observationnelles, qu'ils ne pouvaient pas adhérer à cette conclusion. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc, progressivement, il y a des tas de maladies qui sont combattues, à commencer par la masturbation, bien sûr, combattues par la circoncision. Mais petit à petit, le vent tourne. Le premier volte-face, c'est suite à un article du British Medical Journal d'un certain Gardner en 1949, qui rapporte des cas de décès, des dizaines de décès suite à des circoncisions, soit des décès par hémorragie, notamment chez des hémophiles, soit des décès par infection. Et à la suite de cet article, le National Health Service en Grande-Bretagne va ôter cette procédure de la liste des procédures agréées, et le taux de circoncision qui était supérieur à 50% va tomber à moins de 1% en Grande-Bretagne. Aux USA, ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup de controverses. L'American Academy of Pediatrics, en 1971, va dire qu'il n'y a pas d'indication médicale valable pour la circoncision néonatale. Elle va être contredite par d'autres résolutions de la même académie. On a eu des rapports en 1975, en 1989, en 1999, et il y avait un certain désarroi dans la population des pédiatres américains. Plusieurs volte-face dans les deux sens. L'American Medical Association aussi estime que ça n'apporte rien. Pareil au Canada, pareil en Australie, où ils ajoutent certaines réserves éthiques. Et là, c'est intéressant, je ne sais pas si dans la salle les gens connaissent, il y avait un célèbre pédiatre américain qui faisait la pluie et le beau temps, surtout dans le grand public, parce que son livre s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, qui s'appelait Benjamin Spock. Et Benjamin Spock était un grand apôtre de la circoncision néonatale. À la fin de sa vie, il dit « Je suis contre la circoncision de routine. Si j'avais un bébé garçon maintenant, je ne voudrais certainement pas qu'il soit circoncis. Et si les parents me posent la question, je leur dirai « Laissez-le tranquille ». Donc, un changement dans l'opinion médicale, mais un changement aussi dans le public. Aux États-Unis, ils ne font pas les choses facilement. On a vu ce qui se passe avec les affrontements dans le cas de l'avortement entre les pro-choice et les pro-life. Ben, pareil, ici, il y a les intactistes ou les préservationnistes qui vont se regrouper et dire que le prépuce n'est pas une maladie, ce n'est pas un birth defect. Beaucoup de publications. Ils vont rallier beaucoup de médecins, des philosophes, des juristes, et même beaucoup de gens issus des communautés qui circoncisent d'habitude. Voilà, de whose penis, whose body, whose rights, et bon, avec des arguments éthiques qui peuvent être recevables. Il y a aussi des controverses qui vont être portées devant les tribunaux. En Suède, c'est un peu passé inaperçu, en 2001, une loi va encadrer la circoncision. En Afrique du Sud, la circoncision est interdite avant l'âge de 16 ans, sauf pour des motifs religieux. C'est-à-dire la circoncision, même rituelle, était interdite parce qu'il y a eu des tas de décès par infection, par sida, parce que c'était le même couteau qui servait à tout le monde. Mais ce qui a interpellé le monde entier, c'est la décision du tribunal de Cologne en 2012 qui a voulu interdire la circoncision. Et vous savez, en Allemagne, la chose ne passe pas comme ça. Angela Merkel a dû s'en mêler publiquement très vite, et je me souviens de sa déclaration « Je ne voudrais pas que l'Allemagne soit le premier pays au monde à interdire la circoncision ». On comprend aisément, mais cette mode anti-circoncision va essaimer aussi
dans les pays de langue allemande. En Autriche, il y a eu des interdictions identiques. Au Danemark, des initiatives populaires qui demandaient l'interdiction. En Islande, qui est un tout petit pays, ça a fait un gros holà. Et même le Conseil de l'Europe s'est mis de la partie avec une condamnation, ils ne peuvent pas interdire, de la circoncision rituelle. Donc ça montre combien les gens vont mélanger les choses, mélanger la circoncision religieuse avec la circoncision de routine. Et c'est vrai qu'un tel sujet mérite d'être débattu dans l'objectivité, dans la sérénité. Et puis, il faut faire gaffe aussi parce que ça peut lâcher la bride à toutes les pulsions antisémites, aux pulsions islamophobes. Je crois que Angela Merkel était très attentive sur ce point. Dans d'autres parties du monde, je n'ai pas beaucoup parlé de la circoncision rituelle, qui est un véritable rite de passage dans des pays d'Afrique et aussi dans certaines régions d'Océanie. Au Liban, je prends cet exemple parce que je connais bien. Ce que vous voyez sur la photo n'est pas un dessin humoristique. J'ai pris la photo, c'est les derniers circonciseurs rituels, c'était sur son cabinet, sur la porte de son cabinet. Donc, vous voyez, au Liban, bon, les chrétiens circoncisaient peu ou pas, les musulmans avaient recours à un circonciseur rituel. Dans les années 60-70, les deux groupes se retrouvent pour pratiquer des circoncisions hospitalières à la naissance. Donc maintenant, les choses ont un peu changé parce que c'était le modèle américain de la circoncision néonatale. Maintenant, il y a d'autres préoccupations. Les pédiatres ne veulent plus faire de circoncision. Mais toujours est-il, vous voyez, une population dans les deux cas. Et au Liban, c'est très intéressant parce que la circoncision, contrairement au Maghreb, ce n'est ni une fête, ni un mariage, ni une cérémonie. Ça se passe à l'hôpital au premier ou deuxième jour de vie et personne n'en parle plus. Mais ça se fait puisque c'est une obligation dans la religion musulmane. Donc je disais tout à l'heure, il faudra séparer les deux registres. Le registre de la circoncision religieuse de celui de la circoncision de routine. Je vous ai dit qu'en Afrique du Sud, c'était interdit sauf pour des motifs religieux. C'est vrai que la circoncision, si elle devait être introduite aujourd'hui, elle ne passerait peut-être pas les tests éthiques. Donc c'est légitime certainement de s'interroger, mais est-ce qu'il y a des propositions ? Moi, je ne veux pas en faire parce qu'on ne me demande pas de faire des propositions, mais je pourrais répondre, il y a eu quand même... je veux dire, ceux qui prônent l'interdiction de la circoncision agissent parce que Max Weber appelait l'éthique de conviction, mais on peut aussi composer avec la réalité, acclimater progressivement les esprits avec une éthique de responsabilité, toujours pour prendre les canaux utilisés par Max Weber. En Australie, on recommande la circoncision à l'adolescence pour que ce soit le gamin lui-même qui donne son accord. En Grande-Bretagne, on demande l'accord du père et de la mère. Donc, je pense qu'il faut prendre acte de la réalité, ni interdire, ni stigmatiser. Voilà deux images qui ont rapport avec la circoncision. Vous voyez un jeune Turc qui est sur les bras d'Atatürk avant de se faire circoncire. Voilà, la circoncision est donc une des pratiques les plus durables de l'histoire de l'humanité. Des cultures très différentes l'ont pratiquée pendant des millénaires. Bettelheim dit qu'une mutilation aussi étrange que l'on retrouve chez tous les continents, chez les peuples les plus primitifs, comme chez les plus civilisés, doit refléter de profonds besoins. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de recourir à la circoncision ? Cette circoncision va intéresser les sciences humaines. On n'a pas le temps ici, je vais passer très vite malheureusement, mais chacune a porté un éclairage particulier. Blessure symbolique pour Bettelheim, rite de passage pour Van Gennep, soumission au père castrateur pour Sigmund Freud, rite de la fertilité et dans le cas de la circoncision néonatale, sacrifice de substitution ou serment d'alliance. Donc c'est les choses qu'on a retrouvées dans la Bible, mais pas que dans la Bible. Donc il y a, puisqu'on ne comprend pas pourquoi ça s'est fait, il y a des motivations qui ont été obscurcies par des millénaires de rationalisation, plus ou moins mythologique, plus ou moins religieuse, et on l'a vu, plus ou moins médicale.
Mais c'est sûr que la justification hygiéniste, c'est la moins convaincante. On ne va pas nous convaincre qu'il y a 2500 ans ou 3000 ans, les gens circoncisaient pour des raisons d'hygiène quand on pense ce que la circoncision comporte comme problème septique. Donc il y avait un risque important de saignement, d'infection et de mort. Donc elle n'est pas recevable. Mais quelles que soient ses motivations, l'acte en lui-même va migrer du domicile à l'hôpital, du sein S-A-I-N-T au sein S-A-I-N, et pendant plus d'un siècle, la circoncision va être une procédure, un traitement en quête de quelque chose à soigner. En fait, l'époque moderne a retrouvé un rituel, elle l'a réinventé en substituant aux idéaux religieux des idéaux pseudo-médicaux. La compulsion à circoncire est constante, mais les raisons ne cessent de changer. Merci.